ces choses-là qui se passent au nord du Togo. Et rappelez-vous que lorsqu'on a arrêté la famille Agba Bertin et qu'ils ont fait leur enquête bidon, ils ont conclu que l'attaque du 20 juillet dernier qui s'est déroulée à Kekakandi, que c'est la dame Agba Bertin et des gens comme moi, Ferdinand et Olivier Ama qui ont financé cette attaque-là. Ferdinand a été qui se cherche dans le monde, qui ne sait même pas où poser sa tête. Olivier Ama aussi qui se cherche dans le monde, il ne sait pas où poser sa tête. Madame Bertin Agba, qui est malade et qui est rentrée au pays pour faire le deuil de son mari et se reposer un peu. On a ramassé tous ces gens-là et on a inventé des chefs d'accusation et on les accuse de terrorisme, d'attentat à la sécurité intérieure de l'État avec mandat d'arrêt international. Je vous ai lu les PV ici de nos fameux enquêteurs de la gendarmerie togolaise du SCRIC, dans lequel il a été écrit noir sur blanc que Ferdinand a été fait partie de ceux qui ont financé l'attaque du 20 juillet 2023 et 24 à Kekakandi. Je ne sais même pas où ça se trouve. Et donc, aujourd'hui qu'il y a eu une nouvelle attaque, avant cette nouvelle attaque, il y a eu une incursion la veille et il y a eu une nouvelle attaque le 2. Madame Agba Bertin et toute la famille Agba qu'on a gardé au SCRIC, malgré le fait que le dossier soit vide et que tous les juges disent que le dossier est vide, Madame Agba Bertin qu'on a gardée là-bas, est-ce que c'est encore elle qui a financé l'attaque? Vous voyez comment Dieu est en train de vous déshabiller dans vos conneries. La dame que vous avez gardée là-bas et à qui vous avez confectionné un chef d'accusation en nous mettant dedans, en disant que l'attaque en pleine période des Vala, c'est nous qui avons financé ça. Et que c'est nous qui sommes les auteurs de cette attaque-là. Vous avez maintenant mis la dame en prison. Elle est avec vous à la gendarmerie. C'est elle qui a encore commandé l'attaque qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Vous avez toute la famille Agba qui est avec vous là-bas à la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait des démarches, même de l'extérieur, qui sont venus voir pour qu'on puisse libérer cette dame-là. Faure Gnassingbé a refusé. Il a même refusé de recevoir les délégations. Puisque les gens savent que c'est lui qui est en fait la justice au Togo. Puisque les juges disent clairement aux gens qui les abordent que non, que ce dossier est géré depuis l'euro, qu'ils n'ont rien à dire, que le dossier est vide, mais bon, que c'est le patron qui doit décider. Donc, Madame Agba Bertin, son beau-frère et leur cousin, ils sont devenus les prisonniers personnels de Faure Gnassingbé. Puisque c'est Faure qui doit décider. Comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Omolo, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère son propre frère Pacha Gnassingbé, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Charles Azumaro, son beau-frère, qu'ils ont jeté en prison, soit disant qu'il avait quelque chose dans la mort de sa femme, alors que tout est faux. Donc, Madame Bertin Agba a fait Zidobo et elle allait encore financer les djihadistes qui ont attaqué la dernière fois. Vous voyez comment la nature est en train de vous déshabiller. Quand vous inventez des choses, vous ne savez pas que ça ne peut pas tenir avec le temps. Cette pauvre dame-là, qui est d'ailleurs même souffrante, qui a raté plusieurs rendez-vous à l'hôpital parce qu'elle a été opérée d'un cancer. Et elle doit suivre comment on appelle ça? Elle doit aller au contrôle. Elle a déjà raté 2 ou 3 contrôles. Vous la gardez en détention. Vous la gardez en détention. Une veuve qui n'a même pas encore fait le deuil de son mari. Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme un plaisir en faisant ça? Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme plaisir en maintenant quelqu'un comme Omolo Jean-Paul en prison? Il est malade. Vous l'avez arrêté depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est là-bas, en train de souffrir. Vous lui refusez même des soins. Il est en train de mourir à petit feu. Même si on suppose qu'il vous a offensé. Même si on suppose. Si on suppose qu'il vous a offensé. Vous l'avez gardé depuis 2 ans. Ça ne suffit pas pour le libérer. Qu'est-ce que Pacha Gnassingbé qui est en prison depuis 15 ans? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour le libérer? Monsieur Charles Azumaro, que vous avez jeté en prison, alors que c'est le monsieur même, quand sa femme a fait une crise, a pris sa femme dans son véhicule, il n'y avait pas d'ambulance, sa femme a fait la WC pour l'amener à la clinique Kodom. Et c'est quand ça a dégénéré à la clinique Kodom qu'on l'a amené au pavillon militaire, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de structure. La dame est décédée. Et comme la dame est décédée,
et que sa soeur veut s'accaparer de ses biens, voilà, en accord avec la famille, puisqu'ils sont légalement mariés, on a trouvé des arguments pour maintenir le mari en prison et pour ramasser tous les biens. En fait, c'est la bataille qui est derrière. Les procureurs sont mis à contribution pour le maintenir en prison. Ce fameux procureur Mawama, il est dans le jeu pour le maintenir en prison. Les juges aussi. Et tous ces gens-là en privé, ils disent aux gens, oui, les dossiers là, c'est des dossiers signalés, c'est le patron seul qui décide. Donc c'est fort qu'il y ait la justice au Togo. C'est fort seul qu'il y ait la justice au Togo. Et pourtant, on nous a dit qu'avec la 4e République, ou bien la 5e, la justice sera maintenant plus indépendante. Fort même l'a dit en Chine. Il disait que la justice va être indépendante, plus indépendante, alors que c'est lui seul qui passe les coups de fil, qui tire les ficelles, qui maintient, qui est en prison, qui maintient tel en prison. Pour revenir sur le cas de la dame Bertin Agba, c'est elle qui a encore commandité les attaques du 2 octobre là. C'est elle qui est derrière ça. Cette dame, cette pauvre dame et son enfant, ils sont là. Vous les gardez en prison comme ça. Vous tirez quel plaisir. Vous avez tenté de retourner un de ses beaux-frères contre elle. On lui faisait une proposition que elle n'a qu'à dire, il n'a qu'à dire que oui, vous l'avez pris en aparté, vous l'avez cuisiné et vous lui avez proposé qu'il n'a qu'à dire que la dame l'a envoyé au nord du pays à Sokori, à Tapa, on remet de l'argent aux gens. Et en retour, vous allez le libérer. Et le monsieur, le jeune homme, il a fait semblant de jouer le jeu. Quand ils se sont retrouvés devant le juge d'instruction, il a éclaté en sanglots pour dire devant le juge que voilà ce qu'on lui a proposé. Quand il était à la gendarmerie, on est venu le sortir, on lui a proposé un deal. Après avoir pisté ses enfants, on a monté les photos de ses enfants un peu partout. On dit voilà, on sait que ton enfant est en train de passer le BPC, on va te donner de l'argent, il faut accuser la dame et on va te libérer. Et devant le juge, ce monsieur, il est aussi à bas, il a commencé par pleurer que monsieur le juge, voilà ce qu'on est venu me proposer, je ne peux pas faire ça contre maman. Et ça, ce sont nos agents de renseignement qui utilisent les gens comme ça contre les gens. Voilà comment ils fabriquent leurs preuves. On prend quelqu'un de la famille, exactement comme on a fait avec Mohamed Loum là. On prend quelqu'un de la famille, on lui propose de l'argent, on lui dit d'accuser l'autre. Et lui, on va le libérer. Et le gars, il est venu éclater en sanglots devant le juge. Et c'est ça la justice de Faure Gnassingbé. Et c'est ça la justice du Togo. Maintenant, il y a de bonnes volontés qui connaissent la famille Agba et qui s'invitent au Togo et pour rencontrer Faure, pour demander qu'on libère la dame, il refuse de la recevoir. Tantôt il est en Chine, tantôt il est ici, tantôt il est là. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose ce problème. Parce que c'est lui qui les a gardés là-bas. Donc aujourd'hui, Omolo Jean-Paul est devenu l'otage personnel de Faure Gnassingbé. Et Pacha Gnassingbé, lui, on le sait depuis. Comment il s'appelle? Charles Azumaro, pareil. Et la famille Agba. Parce que justement, jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé qui vit dans la paranoïa n'a aucune certitude que Bertin Agba est mort. Puisque la question qu'on pose à sa femme, est-ce que son mari est vraiment mort? Vous redoutez quelqu'un jusque vous le redoutez dans sa mort? Puisqu'on a posé la question, on continue de demander à la femme d'apporter la preuve que son mari est mort. Mais quand vous avez envoyé les espions au funérailles au Ghana là-bas, vous n'avez pas vu le cercueil? Ou bien vous avez voulu qu'on ouvre le cercueil pour que vous voyez le cadavre? Donc pour eux, M. Bertin Agba s'est évaporé dans la nature. Il a quelque chose contre eux. Donc demain, il va surgir comme un Zorro. Donc si on tient sa femme, il va sortir. Mais vous faites les films. Faure lit tellement les sas que il tourne les films dans sa propre tête. Lui seul, il tourne les films, il invente les scénarios. Vous lisez tellement les sas que vous tournez les films vous seul dans votre tête, les scénarios. Donc, tant qu'ils ne sont pas sûrs que Bertin Agba est mort, il garde sa femme en otage. Mais allez exhumer le cercueil dans la tombe au Ghana là-bas. C'est quoi ce pays où vous avez des dirigeants qui sont tellement durs qu'ils ne veulent même rien pardonner à personne? Même Eyadema,
dont on parle. Il y a des gens qui témoignent, ça c'est le témoignage, hein. Je ne connais pas la part de vérité, mais il y a des gens qui disent, même Yadema, si tu le fonces là, à un moment donné, après il te dit, bon, mon frère, viens me voir, n'est-ce pas? On s'est brouillé, et puis après c'est fini, et puis vous buvez un coup, et puis c'est fini. Mais avec Faure Gnassingbé, il n'y a jamais de pardon. Il est dur jusqu'au bout. Il est impassible. Il est tranquille. Que des gens meurent, que des gens soient en train de mourir en prison, il est tranquille. Comment est-ce qu'on peut être un dirigeant et ne pas avoir le don du pardon? Il faut penser à demain. Hein? Il faut penser à demain. La manière dont il est froid là, qu'il prie la providence comme c'est son projet de mourir au pouvoir. Parce que le jour où il ne meurt pas au pouvoir là, ce qui va se passer, la manière dont il est sans, il est dur avec les gens. Cette femme-là, Agba Bertin, c'est une femme qui souffre, qui a le cancer, et qui a été opérée, et qui doit suivre ses traitements, les médicaments. Vous l'envoyez en prison pour un problème que vous avez eu avec son mari. Pour un problème que vous avez eu avec son mari. Où est la logique dans ça? C'est où la logique dans ça? Ce n'est pas surprenant, puisque son propre frère est en prison depuis 15 ans. Et il refuse de le libérer. C'est son frère de sang. Quel que soit ce qui les a opposés, quel que soit ce que son frère a voulu lui faire, au moins après 10 ans, 5 ans, 10 ans de prison, il pouvait le libérer. Beaucoup de gens sont intervenus dans cette affaire. Il a promis à tout le monde qu'il va le libérer. Il est toujours en prison. Donc quelqu'un qui traite son propre frère comme ça, celui qui n'est pas son frère, vous imaginez. Mais il faut penser à demain. Demain n'est pas loin. Nous avons nos propres projets. Je peux avoir un projet de mourir au pouvoir. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet de partir demain dans l'espace. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet, je ne sais quoi. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Un matin comme ça, je peux être surpris par la providence. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Ali Bongo, il est en train de pleurer qu'on n'a qu'à libérer sa femme et son enfant. Et pourtant, quand il faisait les conneries là-bas au Gabon, il ne pensait pas à demain. Même quand il a fait la l'AVC, il était grabataire et il dansait comme ça, il faisait des bêtises. Après quand on l'a pris, il était là à crier make noise, make noise, make noise. À parler un anglais bizarre là, make noise, make noise. Vous avez vu les vidéos d'Ali Bongo, il dansait, il faisait comme ça avec son bras, il disait ouais, je suis solide, je suis ci, je sais. Il faisait massacrer les gens. Nous sommes des espèces fragiles. En tant qu'humains, on est fragile. Tout peut nous arriver à tout moment. Et nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Je fais du mal aujourd'hui aux gens. Je suis dur avec les gens. J'ai le cœur dur avec les gens parce que j'ai fait un projet de mourir au pouvoir. Je vais échapper à la justice des hommes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ali Bongo aussi pensait échapper à la justice des hommes. Hein. Alpha Condé pareil. Et d'autres avant eux. Mais ils ont été surpris par le temps. Comme les Grecs le disent, le temps est le tombeau des rois et des princes. Le temps est le tombeau des rois et des princes. Faure lui-même là, il a fait 20 ans au pouvoir. Il est surpris d'avoir fait 20 ans au pouvoir. Il a vu les 20 ans passer comme 20 mois. Parce qu'il se rend compte que j'ai fait 20 ans au pouvoir. Il s'est rendu compte qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Les 20 ans sont passés pour lui très rapidement. C'est pour ça qu'il n'envisage pas partir. Il a cru que les 20 ans,
C'était l'éternité. Il est en train de boucler 20 ans au pouvoir. Et les 20 ans sont passés pour lui rapidement. Et il se rend compte que j'ai fait 20 ans. Même s'il n'a rien fait, s'il n'a rien fait de ces 20 ans, il s'est rendu compte que j'ai fait 20 ans. Et que je peux perdre le pouvoir à tout moment. Donc, soyons humains aujourd'hui pour que les autres soient humains avec nous demain. Il y a des gens qui sont dans la diaspora. Des gens que vous avez contrés en exil qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui. Des leaders politiques, les Tipi Achadam, les Kofi Yamyam, les Boko, pas mal d'activistes dans la diaspora qui ont eu des parents décédés et qui ne peuvent pas rentrer. Et vous êtes contents. Vous dormez tranquille. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que ces gens-là qui accumulent autant de colère, qui accumulent, demain s'ils ont l'occasion de vous rendre les coups, ils ne vont pas vous le rendre? Un dirigeant, quand même, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. À un moment donné, il faut prendre de la hauteur pour dire oui, bon, quelqu'un m'a manqué de respect, je lui ai tiré les oreilles, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va, je le libère, il faut qu'il s'en aille, qu'il retourne à ses activités. Tous ces petits jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir en prison, les Aziz Goma, tout ça, sont en train de finir un à un. Vous êtes content de les voir mourir un à un? Il y en a déjà qui sont à la mort, qui sont dans les casiers de la morgue là-bas. On ne les a pas encore remis à leurs parents pour les enterrer. Et vous, vous buvez le champagne, vous mangez, vous êtes tranquille, vous baisez. Et sommet Magnan. Donc, j'ai fini. Donc, pour revenir à cette attaque, voilà, pour revenir à cette attaque de Fawargou, bien évidemment, il y a des questions à se poser. C'est une attaque qui a été très violente, qui a fait, on ne connaît pas le nombre de morts exactement, mais Ebomaf a perdu presque 7 à 8 employés et des employés compétents, des gens très compétents, des conducteurs de bulldozers, de pelleteuses, des gens qu'ils ont formés et qui ont été touchés directement par les roquettes qui ont été tirées par les djihadistes. Et selon les informations, ces gens, ils sont venus en masse, au moins plusieurs centaines, dans lesquels il y avait des enfants et des mineurs. Le Togo, pour ceux qui ne le savent pas, a décidé pour stopper l'avancée de ces gens-là, des groupes armés, de construire des tranchées à la frontière. Je ne sais pas si c'est une solution qui est efficace, mais ils ont décidé de construire des tranchées à la frontière. Sur toute la frontière, c'est une frontière qui doit être, je pense, 120 ou 130 km. Donc, il y a des endroits où il y a la ville, comme Sekas et tout ça. Donc, de part et d'autre, ils sont en train de construire des tranchées pour ralentir l'avancée de ces gens-là vers le territoire. Je ne sais pas si c'est efficace. Au Burkina, ils l'ont essayé dans un village, Barsago. Les gens sont venus les massacrer. Mais au Togo, ils ont commencé par construire les tranchées. Ils ont remis le marché au génie militaire. Je ne sais pas si c'est des entreprises au génie militaire. Et les génies militaires n'ont pas pu, ils ont disparu. Ils ont été attaqués une fois, deux fois. Ils ont abandonné les chantiers. Et puis après, ils ont fait appel à Ebomaf. Ebomaf, ayant suffisamment de moyens, a déployé son équipe là-bas. Mais ce travail, ce n'est pas un travail d'une société civile. Ce n'est pas un travail qu'on doit confier à une société, quand je dis société civile, c'est une entreprise civile. Nous avons le génie militaire, pourquoi dans notre armée? Quand on fait les défilés là, on fait les défilés le 27 avril, je ne sais pas quoi là, on présente des officiers, on dit qu'ils sont des génies militaires, donc on a été formé, tel colonel a été formé, il est génie militaire, non. On n'a pas le matériel dans l'armée togolaise pour creuser des chantiers. On n'a pas des pelleteuses, des bulldozers pour creuser un chantier, je sais pas, pour creuser des tranchées de 120 km. Et qu'on est obligé d'aller chercher des civils qu'on va exposer sur ce théâtre des opérations. Parce qu'on est dans une zone de guerre. On est dans une zone de guerre et on amène des civils pour faire le travail et les militaires sont là pour protéger les civils. Ça a quel sens? Alors qu'on a un génie militaire, ou bien le génie militaire n'existe plus dans l'armée togolaise. À quoi ça sert le génie militaire?
Ça sert à aller construire les bâtiments des maîtresses ou, c'est pas, à aller cultiver les champs des gens. Donc ce travail devait être fait par le génie militaire. Puisque en période de guerre, le génie militaire a son rôle efficace à jouer. Puis c'est eux qui déploient les ponts mobiles, qui déploient tout, qui font les fortifications. Alors, le génie militaire au Togo, ça existe ou pas? Ça a du matériel ou pas? Pourquoi le génie militaire a fui le chantier et on est obligé d'aller chercher Ebomaf pour faire ce travail-là? Maintenant, voilà les gens d'Ebomaf qui étaient sur le chantier et protégés par les militaires. Et quand les djihadistes sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont détruit tous les engins d'Ebomaf, donc ils ont tué même les conducteurs, tous ceux qui étaient sur les machines, ils ont trouvé la mort. Les soldats qui gardaient le chantier ont été également touchés. Et on apprend qu'il y a des Turcs aussi qui sont morts. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais expliqué ça une fois ici, que lorsque les histoires de terrorisme ont commencé, ou d'attaques armées, le Togo a fait appel à la Biélorussie. Et les hélicoptères que le Togo a achetés, ce sont les Biélorusses qui conduisaient ces hélicoptères-là. C'est les instructeurs. Ils étaient au quartier de Nassablé. Ils étaient dans une villa là-bas, ils étaient une demi-douzaine, ils faisaient la ronde. Et c'est eux qui pilotaient les hélicoptères. Et maintenant, comme à Nassablé, ils étaient en pleine ville. Avant, la villa qu'on a louée pour lui à Nassablé, c'était la villa où il y avait le colonel, le général... excusez-moi, le général... il y a un général qu'on avait nommé à Dapaon qui était dans l'opération de Kondjouaré là. Le général... il est Naoudan. Le général... Kolemaga. Voilà. Donc, c'était la villa qu'occupait le général Kolemaga. Et quand ils ont fait venir les Biélorusses, ils ont chassé le général. Ça aussi, ça a créé des problèmes entre eux là-bas parce qu'ils n'étaient pas contents la manière dont ils ont chassé le général comme un malpropre. Et ils ont remis la villa aux Biélorusses. Ils ont placé les caméras, tout là-bas. Et donc, les Biélorusses étaient là-bas. Et de temps en temps, ils sortaient avec les militaires togolais. Ils allaient sur les théâtres des opérations. Ils conduisaient les hélicoptères. Et comme Nassablé, c'était en pleine ville, donc ils ont mis les caméras, tout ça a attiré la curiosité des populations. Et ils ont fini par les déplacer pour les amener dans le Kwendial, où on a aménagé un endroit pour eux, pour être pas trop loin de la résidence du préfet. Donc c'est les Biélorusses qui pilotaient les hélicoptères, et c'est des gens qui étaient trop livrés à l'alcool. Et généralement, ça créait des tensions entre eux et la hiérarchie des militaires togolais. Mais depuis le début de l'année, ils ont fait venir des Turcs et pour appuyer les militaires togolais en tant qu'instructeurs. Je l'avais dit aussi dans un direct. Et parmi ces Turcs, il y a des instructeurs, des démineurs, il y avait même des géologues. Parce que pour payer les Turcs, il faut beaucoup d'argent. Entre-temps, ils envisageaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait maintenant, de donner une partie de la mine de Naïga, qui est la mine qui produit le manganèse, à ces Turcs-là. Et les Turcs-là, c'est la société Sadat. C'est une société de mercenaires. En fait, c'est la version turque de Wagner. Il s'appelle Sadat. Donc, ces Turcs-là étaient aussi sur le théâtre des opérations. Et selon nos informations, il y en a 2 qui ont perdu la vie. Et donc, cette attaque lâche a coûté la vie. On parle de plusieurs militaires qui sont tués. Et comme le gouvernement ne communique pas, les gens parlent de plus d'une dizaine. Il y a des gens qui parlent de 15. Et Ebomaf a perdu 9 de ses agents. Et les meilleurs agents, des compétents. Et beaucoup de ces agents viennent de Palimé. Beaucoup de ceux qui sont morts, je pense que la moitié ou bien 3 viennent de Palimé, qui sont morts. Et donc, ces gens-là, quel est aujourd'hui ce que l'État va faire pour les indemniser? Alors que ce chantier pourrait être piloté exclusivement par l'armée, par le génie militaire. Par le génie militaire. Donc, voilà cette attaque qui a eu lieu, au-delà du fait que je me suis posé la question de savoir si c'est la famille Bertin-Agba qui l'a encore financé. Tout le monde sait que le sud du Burkina s'est effondré. L'État burkinabé ne contrôle plus le sud, et donc les djihadistes qui ont pris toute cette zone,
sont en train de progresser vers les pays de la côte en attaquant régulièrement le Togo, le Bénin. Ils attaquent généralement le Togo, le Bénin. Ce n'est pas seulement que le Togo seul qui est attaqué. Ils attaquent le Togo, le Bénin, un peu le nord du Ghana. Et donc, c'est des gens qui veulent élargir leur espace d'opération pour recruter plus de combattants, mais aussi pour avoir des moyens de leur action. Ils veulent étendre leur zone d'influence. Et donc voilà comment Ebomaf a perdu, je crois, 9 de ses agents, des agents, des techniciens, des gens compétents, et qu'on a perdu aussi des militaires pour rien. Maintenant, les militaires, comme l'État ne communique pas, il faut s'attendre à voir les photos de ceux qu'on va enterrer sur TikTok, ou, je sais pas, sur les réseaux. Les gens vont mettre les photos, ils vont mettre RIP, et c'est en ce moment que vous saurez que quelqu'un est mort, qu'on est en train de l'enterrer. C'est vraiment dommage. J'ai plaidé ici pour qu'on crée un cimetière des militaires. Vous avez des casernes, vous avez des camps qui sont sur 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. Vous pouvez prendre un petit endroit pour créer un cimetière des militaires. Et quand un militaire tombe sur le champ de l'opération, vous lui rendez au moins un minimum d'honneur. Vous l'enterrez dans le cimetière des héros de l'armée. Vous l'enterrez dans les cimetières des héros de l'armée. Hein? Même ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Même ça, vous n'êtes pas capable. Hein? Vous n'êtes pas capable d'aménager un cimetière dans une caserne. Hein? Pour enterrer les gens qui meurent. Dès qu'on ramène les corps, on leur donne à leurs parents. Chacun va enterrer comme il veut. Après, on voit des vidéos des gens en train d'enterrer leurs enfants. Sans aucune assistance. On ne voit même pas de préfet, personne. Et vous voulez que la troupe ait comment le moral pour continuer par faire le combat contre ces gens-là? Comment voulez-vous que les gens soient déterminés à combattre? Quand ils meurent sur le champ d'honneur, vous ne leur faites pas des honneurs. Vous ne les enterrez pas dignement. Vous ne les enterrez pas dignement. Parce que derrière, c'est des veuves, c'est des orphelins. Si vous les enterrez comme ça, vous en foutez de leur enterrement. Quand ils viennent des orphelins, des veuves, ça veut dire que vous ne les regardez même pas. Et ça, ici, j'ai dit ça plusieurs fois. Vous avez un camp qui est à Gualaba, le camp Fil, qui est sur des centaines d'hectares. Vous ne pouvez pas prendre un hectare pour faire un cimetière. Vous avez le camp de Temedia, qui est sur des hectares de ne pas finir. Vous ne pouvez pas faire un petit cimetière. Le camp Landia, vous ne pouvez pas faire des petits cimetières où vous enterrez les soldats qui meurent au champ de bataille pour leur rendre honneur. Ça aussi, vous êtes incapable de le faire. Vous êtes incapable de le faire. Je vais aborder le dernier sujet, qui est l'agression de M. Guy Sagna au siège de la CDPA il y a quelques jours à Lomé, à marge de leur présence à Lomé dans le cadre des activités de